Donc c'est organisé par les Chantiers du Futur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cette association est née en 1997. Et elle a été conçue par moi-même et par un de vos confrères, ou confrères, que beaucoup connaissent, les autres ne connaissent pas, le docteur Martine Gardenal, qui était présidente des spécialistes homéopathes. On a fait cette université qui s'appelait à l'époque l'Université des médecines d'avenir. C'était suite à un colloque, le premier colloque sur l'homéopathie que nous avions organisé à ça, qui a eu un très grand succès d'ailleurs. Et à l'issue de ce colloque, effectivement, on a fait la première université des médecines d'avenir. Donc, à l'issue de ça, bien, le concept des Chantiers du Futur a évolué. Il a évolué, on a créé d'abord le syndicat environnement santé, qui a été créé par moi-même et puis par M. Claude Millon, qui est un chercheur très important, qui vit aujourd'hui à l'île Maurice, pas d'ailleurs de Michel Bogna. Et à l'issue de cette session, nous avions été invités au ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on y va tête et cœur, c'est autre chose. On avait été fortement déçus d'ailleurs par l'entreprise que nous avions eu à cette époque-là. Et à l'issue de ça, on a créé ce qu'on a dit le Conseil national des pratiques et méthodes de santé non conventionnelles, qui pour l'instant, malheureusement, est au point mort, puisque personne n'a réussi pour l'instant à l'annuler comme il devrait être animé. Donc on verra, on réglera ce problème-là à l'Assemblée générale de notre association, le 2 mars, dans cette même salle, le samedi 2 mars. Et puis ensuite, après, on a créé donc il y a une petite maison d'édition, Ecopolia. Donc voici ce petit. Et pourquoi je vous les ai amenés ces livres-là? Parce qu'il y a, d'abord, c'est Roland de Kex qui l'a écrit, c'est un monsieur bordelais d'ailleurs, un chercheur bordelais qui est décédé maintenant, qui a été un des premiers en France à faire ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est-à-dire, on vous prend du sang et on vous le réinjecte dans les cellules, dans les muscles de toute façon. Ça se pratique très bien d'ailleurs au Brésil, d'ailleurs dans ces coins-là. Et pourquoi je vous ai écrit ça? Parce qu'il y a marqué dans ce livre. Enfin, nous avons proposé une autre approche de l'homéopathie basée sur l'utilisation des spectres d'énergie qui caractérisent cette technique. Donc, ce bouquin vaut 20 €, il est à 10 € la porte pour la conférence. Ceux qui en veulent pourront aller le chercher. Également aussi, alors là vous pouvez les prendre, ceux qui ont des thérapeutes, ceux qui ont des cabinets, il y a plein de lettres des chantiers, c'est notre lettre d'information, vous pouvez en prendre, c'est gratuit, vous les emmènerez dans vos cabinets pour faire de la publicité pour notre association. Alors maintenant, plus grand chose à vous dire, si ce n'est que dans cette même salle, le 13 avril, il y aura probablement une autre conférence qui sera là tout à fait différente. C'est « Et si on changeait l'école ?» Et si on changeait l'école? Alors là, c'est une dame de La Rochelle qui a écrit un livre d'ailleurs dessus. Alors, c'est pas encore définitif, normalement ça serait le 13 avril. Et puis il y a une autre conférence qui va se situer, mais là c'est indépendant. Ça va se faire à l'hôtel de l'Avenue, à Saintes, pour ceux qui connaissent, l'hôtel de l'Avenue à Saintes. C'est un de nos vice-présidents, Claude Thibaudot, qui va vous parler de la vie après la mort, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, nous avons notre prochain modérateur, Gérard Roy, qui sera des débats. Et puis on va laisser la parole au conférencier Claude Latriche, qui va nous expliquer sur l'homéopathie en danger, parce qu'elle n'est pas en danger, hein. On renforce l'homéopathie, on ferme les écoles de formation, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle tout ça, parce qu'il faut quand même savoir que la règle de Madame Business est patron d'un laboratoire. Voilà, je vous laisse donc en compagnie de M. Breuil et du conférencier Claude Latriche. Merci. Donc je vais simplement vous présenter les intervenants pour cet après-midi. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le docteur Philippe Causse, qui est médecin homéopathe depuis 38 ans. Nous avons le docteur Valérie Vinet, qui est médecin homéopathe depuis 33 ans. Le docteur Karim Caron, médecin homéopathe depuis 30 ans. Et Christian Latriche,
qui va nous faire l'exposé, qui est médecin homéopathe acupuncteur, lui, depuis, j'ai noté, depuis près de 40 ans, et même également, non, pas vite noté. Voilà, donc depuis 30 ans, pardon, 30 ans, j'avais noté. Il m'excusera. Il m'excusera, voilà. Bien. Nous les remercions d'être ici parmi nous cet après-midi. Nous vous remercions d'être ici, là, cet après-midi. Et je vais laisser la parole à Christian Lassie. Merci Gérard. Et merci bien sûr au Chantier du Futur d'accueillir et d'organiser cette réunion. Alors vous êtes certainement dans cette actualité où le ministre de la Santé, la ministre de la Santé devait donner un peu son verdict fin février. Doit-on dérembourser ou pas cette homéopathie? L'histoire du déremboursement, c'est une chose, il y a plus grave que ça, c'est-à-dire qu'il y a la fermeture de ces DIU, ces diplômes interuniversitaires dans les facultés, et surtout l'interdiction pour nous en tant que maître de stage de recevoir les jeunes étudiants. Alors, Karine qui ici reçoit encore des étudiants, et on peut témoigner que tous les jeunes étudiants qui sont passés dans notre cabinet sont devenus des homéopathes, ou voilà, sont ouverts à d'autres choses. Là vraiment, on a l'impression qu'on coupe à la source, et là je pense qu'il faut manifester, quoi. Regardez un peu comment a disparu l'herboristerie, les pharmaciens qui étaient des vrais phytothérapeutes, enfin, ils le sont encore, Martine. Mais je dirais que voilà, on a fermé les diplômes à la fac, on a fermé les limites, etc. Et du coup, on n'a plus d'herboristerie en France. Alors ça va peut-être revenir, ça revient de toute façon un petit peu détourné. Ouais. Mais bon voilà, donc je pense qu'il faut. Et je pense que c'est bien que vous portiez ce genre d'action parce que bien sûr vous défendez les outils que nous utilisons, mais sans vous, on peut absolument, on n'a aucune action auprès de notre ministre de la Santé, même si vous allez voir, on va lui envoyer des lettres de pétition, etc. Mais voilà, c'est le poids des patients et des citoyens. Pourquoi pas penser introduire ce genre de sujet dans ce fameux débat, la santé. Dans quel état de santé est notre système de santé? C'est une réflexion plus large que l'homéopathie simple. Donc, assez brièvement, je vais vous parler de quelques études et quelques données. Quand je verrai les yeux s'agrandir un peu et que vous en aurez marre des statistiques, j'arrêterai. Parce que c'est vrai qu'on peut se noyer dans toutes ces statistiques, mais je vais vous donner quelques petits chiffres clés, je dirais. Alors, la recherche en homéopathie. On oppose souvent l'allopathie et l'homéopathie. Donc c'est deux approches bien sûr opposées, mais est-ce qu'elles ne pourraient pas être complémentaires? Je vais prendre un exemple tout simple, actuel, parce qu'on est dans la petite épidémie de grippe. En allopathie, quelqu'un qui vient avec des symptômes de grippaux, on va lui donner des anti-inflammatoires pour calmer l'inflammation, on va lui donner des antipyrétiques pour calmer sa fièvre, on va lui donner des antalgiques pour calmer sa douleur, et peut-être même des antibiotiques, parce qu'on sait que les antibiotiques, c'est tout à fait automatique, et ça marche très bien dans le virus. De l'autre côté, c'est un peu, je suis vachement disant ça. De l'autre côté, l'homéopathie va tâcher de trouver le remède qui colle le mieux au tableau clinique qui va se présenter. Donc ça va être plutôt un remède individualisé, adapté au patient et aux symptômes qu'il présente. Et on va aller plutôt dans le sens de stimuler les propres ressources de guérison du patient. Alors, c'est très caricatural ça, mais j'ai envie de dire que quand même, dans cet affrontement qu'on a là actuellement, qui peut-être, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse tribune des 124, 124 soi-disant médecins, en fait il y en avait 68, mais bon, il y a eu une tribune des 124 dans le Figaro qui a dit, les homéopathes, ils utilisent une fake médecine, donc ce sont des fake médecins, c'est-à-dire des faux médecins. Et donc ça fait monter un petit peu la sauce. Le syndicat des homéos, dont nous faisons peut-être tous partie, moi malheureusement, a contre-attaqué et a condamné les fameux 124, donc les poursuivre, donc il y a des condamnations, donc ça veut dire des blâmes, ça ne fait que monter la haine, voilà, ça ne fait que grimper. Bon, moi je trouvais que
Simplement, l'action de ces 124, ça faisait pchit, quoi. Enfin, je veux dire, c'était tellement gros que c'était même pas la peine de répondre à ça. Enfin, ça a été le choix du syndicat d'attaquer, et donc vous allez entendre des fameux médecins qui sont condamnés, d'autres qui ne le sont pas. C'est dommage, parce que vraiment, si nous ne sommes pas des médecines parallèles, parce que le problème des médecines parallèles, c'est qu'elles ne se rejoignent pas, quoi, ou alors peut-être à l'infini. Donc, peut-être qu'on se rejoignait un petit peu avant. J'aime mieux le mot complémentaire parce que, ben oui, on est souvent là en complément. On n'a pas la prétention de tout soigner avec l'homéopathie ou d'autres médecines dites complémentaires. Et vous verrez, il y a une réflexion d'un philosophe allemand là, à propos de l'herméneutisme. Il dit, pour qu'il y ait dialogue, il faut que quelque part nous ayons dans notre raisonnement, et si l'autre avait aussi raison. Et il faudrait que dans tous ces dialogues-là, de temps en temps, mais même nous de notre côté, hein, nous, les médecins dits trifoliothérapeutes, non, homéopathes, acupuncteurs, phyto, etc., lorsqu'on a un dialogue avec ce monde, je dirais, de l'allopathie ou de scientifique, il faut toujours se dire, et si l'autre avait quand même aussi raison. Et là, on peut peut-être commencer un dialogue. Vous allez dire, pour faire un dialogue, il faut être deux. Il faut qu'en face, ils aient la même attitude. Mais je pense que si cette attitude-là, on l'a, nous, on va faciliter ce dialogue. J'espère. Alors, voilà en gros ce dont je vais parler. Qu'est-ce qu'un remède homéopathique? Vraiment pour décrire brièvement cette démarche homéopathique. Je vais vous parler un peu de la recherche fondamentale et je vous passerai deux petites vidéos du professeur Louis Ray. L'homéopathie en France, je vais vous parler de faits, de chiffres, et là c'est là que j'essaie de ne pas trop vous inonder de pourcentages, etc. Et puis je vais vous parler quand même des données cliniques, et puis qu'est-ce que nous pouvons faire en fait. Alors, qu'est-ce qu'un remède homéopathique? D'une façon caricaturale, vous avez une substance X, vous allez l'administrer à un homme sain, ça va nous donner des symptômes, ce qu'on appelle la pathogénésie de cette substance. De l'autre côté, vous avez un homme malade qui va présenter un tableau clinique avec un certain nombre de symptômes. Si quelque part les symptômes du tableau clinique ressemblent à la pathogénésie, on va dire qu'il y a une similitude et on va donner ce fameux médicament dilué et dynamisé. Plus concrètement, je vais prendre la belladone. Vous savez, cette petite plante là que vous voyez à l'orée du bois avec des espèces d'yeux noirs, là, etc., qui vous regardent bizarrement. Il ne faut pas trop s'amuser quand même avec les enfants, hein, qui ne prennent pas ça pour des Smarties ou des choses comme ça, parce que c'est quand même assez toxique. Donc vous l'administrez à un homme sain, il va présenter entre autres des symptômes, par exemple d'une angine rouge. Si de l'autre côté vous avez une personne malade avec ces mêmes symptômes d'angine rouge et d'autres je dirais, symptômes qui nous approchent du tableau de la belladone, on aura une similitude et on va donner le médicament belladonna en 5CH dilué et dynamisé. Voilà le principe du remède homéopathique. Curieusement, alors ces remèdes homéopathiques, on les tire des trois règnes de la nature, du règne minéral, du règne animal, du règne végétal et parfois même du règne humain, mais ça on en parlera peut-être un peu plus après. Donc ce qui est important dans tout ça, c'est cette fameuse dilution et dynamisation. Une fois que ça a été dilué et dynamisé, c'est sous forme de granules souvent chez nous, mais aussi de gouttes, d'emprunts injectables, ou de suppositoires, ou de comprimés, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dilution? Curieusement, je vais prendre l'exemple de la digitaline, parce que le cardiologue utilise une dilution de digitaline. Vous avez cette digitale, qui, je ne sais pas si vous avez déjà eu des animaux qui ont bouloté la digitale, qui termine avec une bonne insuffisance cardiaque. Et bon, j'ai pris cet exemple-là. Hein. Quelqu'un qui prendrait de la digitale comme ça à dose pondérale va avoir une insuffisance cardiaque. De l'autre côté, quelqu'un qui se présente avec une insuffisance cardiaque, qu'est-ce que va donner le cardiologue? Il va donner la digitaline diluée. Elle ne sera pas forcément dynamisée. Je ne dis pas que le cardiologue est un homéopathe en puissance. Bon, il utilise une dilution hein, du remède. Alors dans les dilutions, vous avez des dilutions en dixième, donc c'est pour ça que vous voyez 1 DH, 2 DH, etc. Et puis des dilutions au centième,
c'est ce que vous voyez le plus hein, dans les médicaments, par exemple, poiron. Belladonna, comme je disais, 5CH, c'est que ça a été dilué 5 fois au centième. Donc la dilution, la dynamisation, c'est quand même quelque chose quand même d'étrange hein, que cette dynamisation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, je reprends cet exemple. Hein, vous allez prendre une partie de l'élément en souche et vous allez la diluer dans 10 parties d'un mélange eau-alcool. Et là, vous allez utiliser la première dilution décimale. Qu'est-ce qui se passe entre chaque dilution, entre la D1, la D2, la D3? Tout ça, c'est une dynamisation qui est plutôt manuelle. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un laboratoire qui fait ça d'une façon manuelle. C'est vrai que ça peut se faire aussi d'une façon un peu plus mécanisée. Dans ce cas-là, j'ai pris la dilution décimale. Et dans cette optique-là, le laboratoire en question respecte certains rythmes. Cette dynamisation, elle a été introduite donc par Hahnemann, qui a introduit cette... et il avait eu cette intuition de dire la dynamisation va libérer ou réveiller les processus de la substance. Donc c'était déjà quand même une sacrée intuition à l'époque. Steiner, hein, le fondateur de l'anthroposophie, alors bien sûr je vais faire référence à l'anthroposophie parce que c'est quand même un peu mon domaine, mais sachez que là je parle globalement au niveau de l'homéopathie. Steiner en parlera dans sa recherche et sciences spirituelles. Il parlera surtout aussi des expériences de Polisco sur l'expérience des dynamisations là, des graines en série. Et puis après sont venus Schenck, Hess, Pélican, Benveniste et puis là dernièrement Montagnier. Tous ces gens-là vous parlent justement de cette dynamisation. Alors, l'enregistrement du remède, j'ai mis ça parce que c'est vrai que c'est une des revendications un petit peu de ceux qui nous malmènent un petit peu en ce moment en disant pourquoi le remède homéopathique a autant de facilité à enregistrer ses remèdes. C'est vrai qu'en allopathie, il y a toute une chimie, il y a la toxicologie sur les animaux, il y a la toxicologie sur les humains, pour enfin arriver à une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est des dossiers qui sont énormes, très coûteux, enfin bon. De l'autre côté, l'homéopathie, c'est un enregistrement simplifié, c'est-à-dire qu'on regarde bien sûr l'action pharmacologique, on s'assure qu'il n'y ait pas de toxicologie, on a un tableau d'une certaine pathogénésie, mais on a aussi, tout le long de l'élaboration de ces remèdes homéopathiques, des contrôles au niveau chimique, au niveau pharmacologique. Mais forcément, c'est beaucoup plus simple que l'enregistrement des remèdes allopathiques. Alors, je vais vous parler de deux recherches fondamentales, parce que l'autre reproche qu'on peut nous faire, c'est de dire, et puis alors là, ça c'est répété à loisir, hein, c'est-à-dire, de toute manière, il n'y a rien dans vos remèdes. Première assertion. Deuxième assertion, donc ça ne peut pas marcher. Ok, c'est une hypothèse, mais prenons-le comme une hypothèse, c'est-à-dire que si jamais on arrive à contrarier cette hypothèse, ça devient quand même un peu plus scientifique et un peu plus intéressant. Prenons-le pas pour postulat. Et alors, quand je vois dans les différentes tribunes, il n'y a rien, donc ça ne peut pas marcher, ok, mais allons un peu plus loin que ça, soyons scientifiques, allons jusqu'au bout. Donc là, deux choses qui nous permettent de dire qu'il y a quand même encore quelque chose. Donc ça va être la recherche de la thermoluminescence du professeur Louis Ray, deux petites vidéos de lui, et puis la recherche sur les nanoparticules de Demanja. Voilà, c'est deux recherches à mon avis intéressantes sur le plan fondamental. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la recherche fondamentale, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une action biologique des dilutions? Oui. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'on va étudier l'action un peu en l'absence de molécules dénombrables. Là, c'est quand même pas mal de points d'interrogation. Et puis, qu'est-ce qui marche? Ça aussi, on étudie la structure responsable de l'activité biologique, mais il nous reste beaucoup de points d'interrogation. Donc, il nous reste du travail à faire. Hein? Alors, je vais passer à Louis Ray. Alors, Louis Ray.
Vous allez me dire si vous entendez. Hein. Ça a marché au début. Alors, professeur, qui êtes-vous? Alors, j'ai une carrière qui est une carrière un peu inhabituelle, mais en même temps, je crois, intéressante. Je suis à la base un universitaire. J'ai fait l'école normale supérieure à Paris, l'agrégation, le doctorat. J'ai été professeur de faculté. En fait, j'enseignais la biologie physico-chimique. Un peu la limite de tout, la biologie, la physique, de la chimie. Et puis, je me suis spécialisé dans les basses températures. L'utilisation des basses températures en biologie, leur utilisation en technologie aussi. Et ensuite, j'ai passé 16 ans dans l'industrie, dans une société comme responsable des recherches et du développement, à vivre le quotidien de la réalisation industrielle, mais en ayant quand même suffisamment de chercheurs pour ne pas oublier ce qu'était la recherche, en comprenant toujours que la recherche doit d'ailleurs faire place au développement, c'est-à-dire qu'elle doit être liée à ce qui est possible, à ce qui est connu, mais qu'elle ne doit pas s'arrêter souvent à des objectifs connus ou fixés à l'avance. Alors mon laboratoire est un laboratoire privé. C'est un laboratoire de recherche physique, orienté essentiellement vers l'analyse de la structure des liquides, et par conséquent de la transformation de ces liquides en fonction des températures, ce qui m'a amené, bien sûr, de nouveau aux basses températures. Alors, dans ce laboratoire, j'utilise différentes techniques, dont entre autres celle dont nous allons parler, la thermoluminescence. J'ai découvert, il y a un certain nombre d'années, avec beaucoup d'intérêt, le domaine de l'homéopathie. Et je veux dire, m'était, non pas inconnu, mais ne m'était pas familier. Et là, j'ai eu le plaisir, dans les discussions que j'ai eues avec M. Jean Waron, de voir qu'il nous manquait un certain nombre d'informations de caractère fondamental sur la structure de ce qu'on appelle les hautes dilutions. En fait, les hautes dilutions, ce sont des liquides qui, concentrés au départ, sont dilués progressivement par étapes de 100, si je puis dire, avec un liquide de dilution, pour arriver à un point tel que, finalement, la substance de départ a été tellement dispersée qu'elle n'existe plus. Or, il y avait toujours un mystère qui était de savoir si, quand ces dilutions sont poussées très loin, elles sont en fait identiques aux liquides de dilution, ou si elles ont leur personnalité propre, si je puis dire. C'est un peu la question que m'a posée Jean Waron, et je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé beaucoup de méthodes pendant plusieurs années, des méthodes magnétiques, des méthodes électriques, des méthodes purement physiques, de migration des fonds de cristallisation. En fait, je n'ai rien trouvé de vraiment convaincant. Et c'est alors qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai pensé à la thermoluminescence. Alors, pourquoi la thermoluminescence et en quoi ça consiste? Un liquide, au départ, surtout l'eau, qui est la base même des dilutions, est un être, si je puis dire, infiniment mobile. Un liquide bouge. Toutes les picosecondes, toutes les milliardièmes de secondes, il s'y passe des événements nouveaux. On pouvait penser que dans les hautes dilutions, ces événements nouveaux menaient à des structures particulières dans le liquide, certes déformables, évoluant, mais revenant toujours autour d'une espèce de forme commune qui pourrait permettre, en fait, de donner la carte d'identité de ce liquide. Mais comment les observer avec cette rapidité de changement? J'ai donc pensé qu'on pourrait, dans un premier temps, bloquer ces structures pour les rendre immobiles en congelant l'eau à basse température. Là, on a de la glace. Et dans cette glace, s'il y avait des structures particulières dans le liquide, elles doivent être conservées dans la glace. Alors, admettons maintenant que nous avons de la glace avec des structures propres au liquide de départ qui sont incluses à l'intérieur. Comment les utiliser et comment les étudier? C'est là où j'ai pensé à la thermoluminescence. Cette thermoluminescence est une opération qui se fait en 3 temps. D'abord, la congélation du liquide, dont on a parlé. Deuxièmement, ce que l'on appelle l'activation, c'est-à-dire en irradiant cette glace
avec les rayonnements énergiques, comme les rayons gamma, comme les faisceaux d'électrons, comme les rayons X, on va y créer des structures particulières. Ce que l'on appelle, si vous voulez, des substances transitoires de rayonnement. Ça peut être des électrons qui sont chassés de leur site et qui laissent des trous à la place. Ça peut être des radicaux libres, c'est-à-dire des molécules qui éclatent en 2 ou 3 morceaux. Et ces structures activées, elles sont immobiles, piégées dans le liquide à basse température, le liquide congelé à basse température, vers moins 200 degrés dans l'azote liquide. Alors, pour les voir, on va réchauffer la glace. Et en la réchauffant, on apporte de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique est parfois suffisante pour que ces éléments dispersés se recombinent. Les électrons retournent à l'intérieur des trous. Les morceaux de molécules, les radicaux libres, se recollent entre eux. Et chaque fois, ils vont libérer une énergie équivalente à celle que l'on a utilisée quand on les a séparés. Et cette énergie se manifeste sous forme de lumière. Autrement dit, quand l'échantillon est réchauffé, il devient lumineux. Il émet cette lumière et c'est pour ça qu'on appelle le procédé thermoluminescence. Elle n'émet pas cette lumière n'importe quand, elle est émise dans certaines gammes de température et en quelque sorte, elle est tout à fait conforme aux structures du produit qui a été activé. Autrement dit, la nature, la forme et l'intensité de la lumière émise sont le reflet des structures internes du produit. Pouvez-vous décrire en détail quels ont été les essais réalisés et les observations que vous avez pu en tirer? Nous avons travaillé essentiellement avec de l'eau lourde. En fait, c'était un petit peu une approche nouvelle pour l'homéopathie, car l'homéopathie travaille en général avec des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'alcool. Il se trouve que malheureusement, dans le cas de la thermoluminescence, l'alcool est marqué défendu, parce que l'alcool est tellement lumineux après l'irradiation que sa brillance, en quelque sorte, dans l'échantillon congelé, efface tout autre signal. Donc nous avons travaillé avec de l'eau, des dilutions dans l'eau. Mais là aussi, nous avons introduit une variante, en ce sens que nous avons fait de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'oxyde de deutérium. Bon, l'eau lourde est en tout point semblable à l'eau normale. Ses propriétés physiques diffèrent un peu. Elle congèle un petit peu plus haut que la température de l'eau normale, vers plus 4 degrés. Elle a une chaleur spécifique légèrement différente, mais ses propriétés physiques de fond sont les mêmes. Et tous les physiciens qui travaillent à l'heure actuelle sur la structure de l'eau travaillent en général avec de l'eau. Pourquoi? Parce que dans le cas qui nous concerne, la thermoluminescence, le signal lumineux donné par l'eau lourde est 50 fois supérieur à celui de l'eau normale. Donc, c'était ça qui était intéressant. Une fois ces dilutions fabriquées, depuis le liquide initial jusqu'aux hautes dilutions, c'est-à-dire les CH15 et CH30, nous avons congelé ces solutions, des coupelles métalliques, nous les avons irradiées à basse température, nous les avons réchauffées de façon programmée sous un photomultiplicateur et nous avons enregistré les courbes produites. Et là, à notre grande surprise, nous avons vu qu'au niveau du CH15, c'est-à-dire au moment où, d'après la chimie, on a dépassé le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de molécules du solide initial présentes à l'intérieur du liquide, nous avions des images de thermoluminescence, des spectres de thermoluminescence qui étaient très différents selon les dilutions. Ils n'étaient pas les mêmes, par exemple, pour l'eau lourde seule, pour les dilutions de chlorure de sodium, pour les dilutions de chlorure de lithium. Et c'était intéressant dans le cas du chlorure de lithium parce que c'est un corps qui est connu pour détruire les liaisons hydrogènes. Or, nous avons constaté que ces hautes dilutions, l'émission que nous attribuons aux liaisons hydrogènes, c'est-à-dire le deuxième pic de thermoluminescence, était en fait affaiblie, plus faible que l'émission pour le chlorure de sodium ou pour l'eau normale. Cela semblait donc confirmer l'idée que, bien que le corps initial ait totalement disparu, il restait en quelque sorte un souvenir
de son action dans la structure. Alors, bien sûr, à partir de ce point, il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans le domaine de l'homéopathie. Et n'étant pas clinicien, ni même physiologiste avancé, je ne pourrais pas me prononcer sur ce qui se passe après. À partir du moment où la dilution est transférée sur des granules, passe à l'intérieur de l'organisme, agit sur des organes cibles, etc. Mais je peux dire qu'au point de départ, déjà, on peut dire l'opération homéopathique de dilution-dynamisation fabrique, entre guillemets, une solution nouvelle par rapport au simple fluide de dilution. On part donc d'une base qui, à mon avis, sur le plan physique, est solide. C'est juste la conclusion qu'il donne son intervention. On peut donc dire, si vous voulez, que l'on a maintenant la certitude que lorsque l'on compare des hautes dilutions au fluide, au solvant qui a été utilisé pour les préparer, il y a une différence qui est une différence mesurable, et mesurable par des moyens physiques. Ça n'est pas une appréciation subjective, une appréciation affective. En quelque sorte, on est sûr que dans ce cas-là, on peut voir une différence, et à notre avis, c'était le premier stade qui était important dans la compréhension de la chaîne, si je puis dire, des événements qui se produisent lors de la fabrication d'un médicament homéopathique. Il me semble donc qu'aujourd'hui, il est fondé de dire que la préparation de dilution homéopathique, et de haute dilution en particulier, par dilution en dynamisation successive, provoque des changements permanents, importants dans le liquide de départ, même lorsque la concentration théorique en substance dissoute est devenue non mesurable. Nous pensons alors qu'il n'est plus possible de prétendre que la structure des hautes dilutions est identique à celle du solvant utilisé, et de ce fait-là, la préparation ultérieure à partir de ces dilutions de médicaments homéopathiques repose à nos yeux sur une base scientifique certaine. Alors, je sais que ce genre d'observation et de vérité choque. Il choque certains milieux que j'appellerais intégristes, des ayatollahs scientifiques qui manipulent la science à l'état cristallin et estiment que dès qu'on est en dehors de leurs limites qu'ils ont fixées arbitrairement, on devient renégat. Et je crois que tout simplement il faut reconnaître que dans les sciences contemporaines, et je prendrai comme contemporain, si vous le permettez, les 2 derniers siècles, il y a beaucoup de phénomènes que l'on a trouvés et pour lesquels on n'avait aucune explication. Je dirais simplement comme exemple, parce que c'est un exemple qui me paraît intéressant, que la machine de Gram, la dynamo, si vous préférez, ne pouvait pas marcher, selon la théorie. Mais quand on l'a fait tourner et qu'elle a produit de l'électricité, il a fallu changer la théorie. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas nier les faits. Les faits sont des choses rebelles, ce sont des choses dures, ce sont des choses que l'on fait avec précision, avec toutes les rigueurs voulues, et ces faits donnent un certain nombre d'observations. Ces observations ne sont pas toujours directement compatibles avec les théories qui sont en vogue. À ce moment-là, ça ne veut pas dire pour autant que les théories soient exactes d'une part et que ces faits soient erronés de l'autre. C'est trop facile de dire qu'il s'agit d'erreurs expérimentales. Non, les erreurs expérimentales, elles ont certaines limites, on le sait. Tous les scientifiques qui travaillent sur les sciences exactes savent quelles sont les limites de travail qu'ils ont, mais il y a aussi des faits qui existent en eux-mêmes et pour lesquels il va falloir trouver des explications intelligentes, valables, compatibles avec ce que l'on sait des sciences fondamentales. Je crois que nous en sommes arrivés à ce niveau pour les hautes dilutions. Il y a certainement beaucoup d'autres études encore à faire dans ce domaine. C'est en particulier que nous n'avons pas encore compris totalement les mécanismes de la dynamisation. Mais je sais aussi une chose qui me paraît très intéressante et qui a souvent été, si vous voulez, envoyée ou proclamée comme un refus des expériences que l'on pouvait faire. Je sais
que les hautes dilutions homéopathiques sont des systèmes stables. J'entends par là, tout à l'heure, je vous ai dit au départ, je vous ai dit, l'eau, lorsqu'elle est organisée, elle a en quelque sorte un comportement de gel. J'entends par là que si la solution que vous avez préparée par les méthodes de dilution-dynamisation est transférée d'un récipient dans l'autre, elle va garder cette structure de gel. Et il n'y aura pas du tout un effet déterminant de paroi. J'ai entendu, je ne sais combien de fois, certains de mes collègues dire oui, mais les parois, la contamination, le verre, ci, ça, etc., ça n'est pas des corps ultra purs, il y a relargage des ions par les parois, il y a mélange, etc. Je faisais tout simplement remarquer que d'abord, mes essais sont des essais comparatifs. Je traite de la même façon de l'eau, une solution haute dilution de chlorure de sodium, une haute dilution de chlorure de lithium, dans les mêmes conditions. Et j'obtiens les mêmes effets. Donc, a priori, déjà, on peut éliminer une erreur de ce côté-là. Et d'autre part, je persiste à penser que la solution qui est à l'intérieur du récipient est une solution organisée en elle-même. Et que si vous la transférez d'un récipient dans l'autre, elle va sans doute interréagir avec les parois, parce que tout liquide réagit avec les parois qui l'entourent, mais pas d'une manière telle à changer sa structure de base. Et ça, je crois que c'est une observation qui est importante et qui peut, dans ce domaine, ouvrir peut-être l'horizon pour d'autres recherches dans la même direction. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Ça, c'était à l'Institut Boiron, et c'était en 2004. Alors, depuis, il y a eu d'autres recherches. Hein. Il y a eu depuis, par exemple, là, ce travail de Manja, Jean-Louis de Manja, sur les nanobulles et les superstructures nanométriques dans les hautes dilutions homéopathiques. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu, c'est ce dont on entend parler depuis 5-6 ans et qui est mis un petit peu plus en avant sur cette recherche fondamentale. Mais je trouvais l'intervention de Louis Ray intéressante parce que, ouais, je veux dire, il est plein de sagesse, plein d'humilité et je trouve qu'il cadre bien les choses. C'est 2004, bien sûr, les choses ont avancé. Steve Montagnier nous dirait bien d'autres choses depuis. Benveniste puis Montagnier nous dirait certainement d'autres choses là-dessus. Actuellement, c'est cette recherche sur ces fameux nanoparticules et nanobulles qui semble donner quelques idées, quelques preuves de quelque chose. Et là, au-delà de ce fameux nombre d'Avogadro, il parle du nombre d'Avogadro parce que quand vous arrivez à la 12 CH, vous êtes à 10 puissance moins 24, le nombre d'Avogadro c'est 10 puissance moins 23. Donc pour les fameux scientifiques intégrés dont il parle, au-delà de 10 puissance moins 23, il n'y a plus rien. Et curieusement, le rien est là quand même. Hein. Alors, on va aller rapidement sur des chiffres. Alors, les prescripteurs en homéopathie, on parle de 20 000 médecins généralistes qui prescrivent régulièrement de l'homéopathie, dont 4 000 qui auraient une pratique un petit peu plus réservée à l'homéopathie. 100% des pharmacies les conseillent. Qui confirme, 100%. 78% des sages-femmes la prescrivent régulièrement. Et il y a 39 consultations d'homéopathie à l'hôpital, dont 12 en oncologie et 20 en gynécologie. Tout ça, c'est des choses qui sont publiées dans des revues à double lecture, donc on a les références de tout ça. C'est pas simplement un discours des homéopathes entre homéopathes. Hein. Ça, c'est vraiment des publications, que ce soit au niveau de l'Institut Ipsos, etc. Les patients, donc ça, il y a eu un autre sondage depuis, mais donc 73% des Français font confiance à l'homéopathie. 50%, alors vous allez me dire, c'est pas pour ça que ça veut dire que ça marche, mais ça veut dire quand même qu'il y a une confiance en ces remèdes. 50% des Français ont déjà eu recours aux médicaments homéopathiques. 20% des patients atteints de cancer l'utilisent en soins de support pour réduire les effets secondaires. Donc ça, c'est publié. Quand on dit soins de support, ça ne veut pas dire que ça va remplacer l'oncologue, le radiothérapeute, le chimiothérapeute ou le chirurgien. C'est des soins de support, des soins d'aide en complément. Un petit détour sur la iatrogénie, parce que c'est quand même
justement, il y a pas mal d'études qui disent « Ah ouais, mais l'homéopathie, c'est quand même intéressant, ça va réduire cette fameuse iatrogénie. » Donc la iatrogénie, c'est toute réponse négative qu'on n'attend pas en donnant, par exemple, vous donnez un anti-inflammatoire et vous vous retrouvez avec un ulcère à l'estomac. C'était pas ce qu'on voulait au départ. C'est quand même responsable de 128 000 hospitalisations, 10 000 décès par an, c'est 3 fois plus que avec les accidents de voiture, bon, des journées d'hospitalisation, et c'est largement évitable. Alors ça, c'est une publication de quelqu'un de Bordeaux, de Bégaud, qui a fait une publication sur ça, et 45 à 70% des cas, on peut éviter cette iatrogénie, donc c'est énorme quand même. Hein. Les causes. Donc, il y a des causes liées aux médicaments, donc il y a des effets indésirables, il y a des interactions entre médicaments et avec l'alimentation. Il y a des causes liées à la prescription médicale, parce qu'on va être plusieurs médecins à prescrire l'un un anti-inflammatoire, l'autre ci, l'autre ça, et tout ça, on ne sait plus trop tout ce que le patient prend. Et puis des causes liées à l'âge, c'est sûr qu'avec l'âge qui avance, eh bien, les fonctions diminuent, la fonction rénale diminue, la fonction du foie diminue. Bref, il faut adapter la posologie de ces médicaments chimiques à l'âge. Et puis, il y a souvent une diminution des capacités cognitives, il y a des facteurs sociaux et environnementaux, l'isolement, etc. Donc, les personnes à risque, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont plusieurs pathologies, on va s'arrêter juste sur les personnes âgées. 4 médicaments par jour en moyenne pris pour les personnes de 75 à 84 ans. C'est inapproprié dans 53% des patients. Alors ça, c'est publié dans quelque chose d'officiel, hein. Ça c'est, bref, it's in English. Et des accidents iatrogéniques à domicile, 5% des personnes âgées en sont victimes. Alors, je reviens sur les études qui ont été faites. Donc, une grosse étude a été faite qui s'appelle EPI3, qui a été évaluée dans la pratique de 825 médecins généralistes sur 8500 patients. Donc ça a quand même donné lieu à 12 publications dans des revues scientifiques, à double lecture. Donc quand quelqu'un nous dit rien n'est publié, pardon, ça, vous tapez sur PubMed, elles y sont. Alors, j'ai sorti juste 2-3 petites choses. Un bénéfice clinique comparable à un niveau de gravité égal, consommation 2 à 3 fois moins des médicaments iatrogènes. Ce qui amène M. Bégaud à dire moins 57% d'antibiotiques en moins dans les infections ORL, par exemple, 46% d'anti-inflammatoires en moins dans les problèmes musculo-squelettiques, les limbagos, des choses comme ça, 71% de psychotropes dans les troubles du sommeil et de la dépression, en moins, grâce à des remèdes homéopathiques. Le coût, donc, 0,29%, ça c'est la part du médicament homéopathique parmi les médicaments, et puis au total c'est 0,06% du total des dépenses de santé. Ça c'est la part du médicament homéopathique. L'étude qui a été faite d'ailleurs, je pense, par une des caisses de Sécu, ça entraîne une économie pour la Sécu de 35%. Vous voyez des études comme ça, c'est-à-dire où les caisses font des études. Je me rappelle, il y avait eu une étude à Nantes là, sur l'ostéopathie versus anti-inflammatoire et kiné dans les troubles musculo-squelettiques. Elle prouvait que ça coûtait moins cher. Enfin bref, tout le bénéfice était bon. Ça n'a rien changé. Ça a été publié il y a maintenant 15 ans. C'est pas pour autant que ça a changé. Ce qui est incroyable, c'est que c'est les caisses qui font des études comme ça, qui sont publiées, et ça ne débouche sur rien en pratique. C'est pour ça qu'il faut se saisir de ça. Quelques données cliniques. Alors, l'intérêt global des traitements homéopathiques, après une réponse aux pathologies de santé publique, on en a parlé un petit peu, et puis un intérêt de santé publique, on en a parlé là aussi un petit peu. Je vais juste vous citer quelques études. Par exemple, 22 revues systématisées. Sur les 22 revues systématisées, 20 études présentent une tendance favorable à l'homéopathie. Quand on nous dit qu'il n'y a rien de publié qui prouve l'intérêt de l'homéopathie, vous dites allez voir cette référence-là et vous nous direz, en gros, parmi toutes ces études, je ne vais pas toutes les citer, en prenant en compte les critères de validité, l'efficacité de l'homéopathie est soutenue par l'évidence clinique et son utilisation professionnelle et adéquate est considérée comme sûre.
voilà, c'est une conclusion. Il n'y a pas à rediscuter là-dessus. Une revue aussi, là c'est plutôt, c'est pareil, c'est dans le maté, c'est je pense au niveau, c'est une méta-analyse, 22 essais randomisés, 1123 patients, c'est significatif pour l'homéopathie. Une autre parmi 265 études cliniques publiées, ça c'est des remèdes anthroposophiques, 38 sont randomisés. Randomisés, ça veut dire que il y a deux lots. Alors quand c'est randomisé en double aveugle, ça veut dire que ni le patient ni le prescripteur ne savent ce qu'ils prescrivent. C'est vrai que petit à petit, cette histoire de randomisation en double aveugle est un petit peu abandonnée parce qu'il y a le côté éthique, c'est-à-dire qu'on se dit quand même que la moitié de la population ne bénéficie pas d'un traitement. Donc au point de vue éthique, c'est tout doucement abandonné pour que ça soit simplement randomisé, pas forcément en double aveugle. Mais le must des études, c'est bien sûr en double aveugle contre placebo. Bon, il y en a quand même 38 qui ont été randomisés, 32 étaient en faveur des remèdes homéopathiques anthroposophiques. Et publiés, bien sûr, hein, ça c'est bien. Toutes ces études, vous savez qu'en Suisse, ils sont un petit peu plus matures quant au RIC ou au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Je ne viens pas faire de la pub du RIC, hein, mais à cette occasion, ils ont fait une votation, c'est doit-on rembourser les remèdes anthroposophiques, l'acupuncture, la neuralthérapie, etc. Ils ont publié ça, et donc c'est une revue justement de ces fameuses études. Et en Suisse, ça continue à être remboursé. L'homéopathie, les remèdes anthroposophiques, l'art-thérapie, l'eurythmie, la neuralthérapie est remboursée. Mais ce sont les citoyens qui se sont bougés. Mais on est loin en France d'avoir fait ce travail-là. Hein. Donc là, c'est une étude versus antidépresseur, hein. Fluoxétine versus homéopathie. Donc voilà, c'est la courbe du bas, l'homéopathie, bon, c'est meilleur l'homéopathie. Bon, les P3, on en a parlé, hein, de consommation 2 à 3 fois moins de médicaments allopathiques et donc moins d'hiatrogénie. Une autre étude un peu dans le même genre que EPI3, IPCOS, c'était prospectif, c'était contrôlé mais non randomisé. Là aussi, une consommation moindre des antibiotiques, c'est des remèdes anthroposophiques là, dans ce cas-là. AMOS, c'est pareil. Je ne veux pas trop vous saouler avec tous ces chiffres-là parce que je vois des yeux qui s'arrondissent. Hein. Et puis donc, on en revient à ce coût global, hein, pour la sécurité sociale. Donc inférieur de 35% à celui des traitements conventionnels. Donc là, il disait même dans cette étude de Colin, économie supérieure à 40% des patients atteints d'affections respiratoires aiguës. Voilà, donc ça c'est publié, et qu'on ne dise pas que ça n'existe pas, ces études-là, elles sont publiées. Donc voilà, oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, il n'y a rien dedans, donc ça ne peut pas marcher, ça vous l'avez entendu dans tous les débats télévisuels, etc. Et ça, c'est une espèce de ritournelle qui, chaque fois que j'entends ça, prends du staphylaire. Donc, au niveau physique, donc, vous avez vu la thermoluminescence ou la résonance magnétique nucléaire nous apporte quelques preuves, il y a vraiment quelque chose là. Et quant à l'histoire, ça ne peut pas marcher. Il y a eu beaucoup de modèles cellulaires, aussi bien au niveau du végétal, de l'animal et de l'humain, pour prouver qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a des preuves. Alors, ce qui peut nous amener quand même à une réflexion sur qu'est-ce que devient notre médecine, c'est-à-dire qu'on nous dit, oui, l'homéopathie ça marche, mais c'est de la placebo-thérapie. Bon, soit. Tant mieux que ça soit de la placebo-thérapie. On aime mieux que ce soit un tout petit peu mieux que de la placebo-thérapie. C'est de la placebo-thérapie comme quand le classique va donner un antibiotique et voilà, il y a 20 à 30% d'effet placebo, c'est sûr. C'est vrai que c'est cette relation un peu particulière du médecin et du malade, et puis surtout, et qui va chercher justement cette organisation cette capacité de l'organisme à réagir et à guérir. Parce que c'est vrai que dans les études que vous voyez maintenant, il y a souvent ce critère capacité d'autodétermination. C'est-à-dire que si le patient se dit cette radiothérapie, ça va me guérir, c'est pas à nous de dire non, ça va pas me guérir, parce que
ça peut être très bénéfique pour lui, donc il faut aller dans ce sens-là. Et je voyais dans le contenu de la tribune des 124 un peu comme une jalousie, c'est-à-dire que souvent l'homéopathe prend son temps, il a souvent 3/4 d'heure, 1 heure devant lui, donc c'est vrai qu'il y a une relation particulière qui s'installe. Et dans la tribune du 124, le fameux cardiologue, là, Vanessa, disait, vous vous rendez compte, on passe 1 heure avec le patient à le convaincre. Bah, dire, on passe 1 heure avec le patient, c'est pas, voilà. Donc, vous voyez, je pense que notre système de santé devrait réfléchir à ça, cette fameuse relation particulière. Alors, que pouvons-nous nous faire? Alors, je vous disais que le syndicat des homéos donc, avait lancé cette pétition, donc avec des lettres qu'on envoie aux élus, aux députés, aux sénateurs, et puis nous on l'enverra à Madame Buzyn. C'est vrai que c'est une pétition qui est quand même pas facile à faire, parce qu'il faut aller chercher la lettre, il faut la copier, il faut la signer, etc. C'est plus difficile que cliquer juste sur le bouton rouge ou vert de certains sites qui vous renverront de la pub de leur produit. Et que pouvons-nous faire? Donc, il y a un modèle de lettre qui est aussi bien sur le site du syndicat, je vais vous le remettre, hein, ce site-là, ou le site des patients en homéo. On remplit, et puis on envoie aussi bien à notre député, notre sénateur, etc., et puis à Homéo d'Angers qui, eux, collectionnent toutes ces lettres. Moi, j'en suis à 450 ou 480 lettres, maintenant Madame Buzyn, que certains m'ont envoyé, et que je mets dans un paquet, et qu'on va envoyer Madame Buzyn. Alors, c'est aussi bien dans ce site-là, qui est le syndicat des homéos, donc SNMHF, et vous tapez là-dessus, vous arrivez sur ce petit truc, vous cliquez, et là, ça vous renvoie sur télécharger les fameux lettres aux députés ou à la ministre. Tout est expliqué. Je remets, il y a l'association des patients en médecine anthroponophique aussi qui a relayé cette initiative. L'association Homéo Patients France aussi qui a relayé ça. Et puis je remets donc le syndicat Homéo. Donc c'est 3 sites où vous pouvez aller chercher ces fameuses pétitions. Alors, j'avais rajouté juste là une étude qui est sortie il y a une quinzaine de jours, les étudiants en médecine de moins en moins empathiques. C'est rigolo parce que les étudiants qui rentrent en médecine, c'est parmi les plus... sont plus dans la compassion, dans l'aide au prochain quand ils rentrent. Et c'est les pires quand ils sortent. Dans cette étude, hein, c'est une étude qui est publiée là en janvier. Là. Donc vous dites, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est publié hein, dans PubMed, hein, c'est une publication... Qu'est-ce qui se passe dans notre système de santé et dans notre système d'études médicales quoi, pour rendre ce pauvre étudiant en médecine hein, ça pose question hein, quand même. Hein, bon, c'est parce que ça sortait juste là, je me suis dit c'est quand même intéressant d'en parler. Parce que notre système de santé est malade. Hein. Vous avez remarqué là. Complètement malade. Je peux rajouter quelque chose par rapport à l'existant. Il y a aussi beaucoup d'étudiants en burn-out. On n'entend pas au fond, pardon. Il y a beaucoup aussi d'étudiants en médecine en burn-out. Burn-out, c'est normalement une pathologie qui arrive au bout de plusieurs années d'exercice. Et chez eux, ça arrive pendant les études. Donc, on ne pose pas la question pourquoi. Voilà. C'est toujours très très étonnant. Et effectivement, sur la notion d'empathie, je ne l'aurais pas vraiment enseigné, à part dans leur dernière année. Mais le formatage a déjà été tellement total que pour retrouver des qualités humaines retirables. Et ceux qui en ont, ils se sentent un petit peu à part. Et ils souffrent. Donc maintenant, la table ronde vous appartient. Donc nous sommes là, à la fois si vous voulez amener certains témoignages, ou voilà, répondre à vos questions et étudier qu'est-ce que nous devons et qu'est-ce que nous pouvons faire. Merci à vous. Ici pour qu'on puisse plus facilement s'adresser à l'Assemblée. Peut-être que certains d'entre vous ont
des choses à dire comme ça, spontanément, par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, je voudrais dire que je suis très inquiète pour l'avenir de notre profession, parce que au DU de Poitiers d'homéopathie, il n'y a pas d'inscrit depuis 2 ans. C'est-à-dire que les étudiants sont tellement formatés, ils entendent tellement ces discours que l'homéopathie, ça vaut rien, qu'ils ne s'inscrivent même plus au DU. C'est pour ça que les DU dans certaines facultés ont disparu. C'est pas parce que il y a mauvaise presse évidemment, mais c'est par manque d'étudiants, c'est-à-dire que l'information des patients sur l'intérêt de l'homéopathie ne leur parvient même pas aux oreilles. Et on leur interdit de parfois en parler. Donc c'est à vous, en tant que patient, d'être des témoins dans votre entourage. Si vous avez des neveux, des enfants qui veulent faire médecine, parlez-leur de l'homéopathie, parce que sinon ils n'entendront jamais parler. C'est vrai que moi je me souviens quand je faisais mes études de médecine que nous avions les visites dans les services avec les grands professeurs et que parfois il y avait un patient qui était adressé par un médecin homéopathe, le professeur lisait la lettre du médecin homéopathe, disait ah, un homéopathe, ah, et bien tout le monde se bidonnait et se tordait le ventre. Donc c'est vrai que déjà l'information de la décrédibilisation de l'homéopathie se faisait. Et il était de bon ton, bien entendu, de rire avec le professeur. Comment ça se passe? À quel moment vous choisissez homéopathie? Vous avez un socle de base commun et après vous choisissez? C'est en fin d'études en fait, ça peut être la forme d'un diplôme interuniversitaire, comme certains se spécialisent au DU de gynécologie, etc. Et donc c'était des choix en fin d'études. En fait, on entend l'homéopathie comme un outil thérapeutique dans la boîte à outils du médecin, soit généraliste, On n'entend rien. on entend rien. Il faut entendre l'homéopathie. Il faut entendre l'homéopathie comme un outil thérapeutique dans la boîte à outils du thérapeute, du médecin ou de la sage-femme en fait. Que ce soit je veux dire, un généraliste ou un oncologue ou une sage-femme, parce qu'en gynéco-obstétrique, c'est beaucoup les sages-femmes qui pratiquent l'homéo, c'est juste un outil, c'est pas une spécialité comme on a une spécialité d'organes, genre gynéco, rhumato, cardiologie, c'est un outil thérapeutique. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, je crois, c'est pas compris comme ça, enfin, le discours politique officiel, ça n'est rien parce que c'est pas une spécialité. Bon, en fait, c'est dans notre boîte à outils, il y a des gens qui font de l'acupuncture, d'autres qui font de la nutrition, d'autres qui sont meilleurs en pharmacologie, et puis il y a les homéopathes. Donc en fait c'est un choix individuel, ça correspond aussi un peu à notre appétence, sur le plan intellectuel, sur le plan des curiosités, sur le plan du lien avec les gens, de comprendre comment fonctionne cette routine. Et c'est vraiment un outil, c'est du bonus en fait, ça ne devrait pas être en compétition. Oui, une question? Oui, parce que le monsieur voulait parler. Un témoignage et une question. Le témoignage est un de mes neveux qui a 58 ans, qui est éleveur de vaches laitières et qui a 58 ans, après avoir eu un cancer du rein, commencé à transformer sa propriété en alimentation biologique des vaches, s'est mis à l'homéopathie, acupuncture. En 2 ans, il a diminué de plus de moitié sa facture de vétérinaire. Quand on sait la limite au centime près par litre du bénéfice du salaire qu'il peut avoir, ça lui a apporté une nette amélioration. Or les vaches, je ne sais pas si elles jouent le rôle du placebo, mais ça marche. La question, si on va au bout de la compréhension de certains systèmes, comme en particulier la physique quantique, au niveau du soin, on est quand même en partie dans l'information. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le remède homéopathique uniquement sous forme d'information, comme Montagnier l'a fait avec le transfert de l'information génétique entre Paris et l'Italie. Et autrement dit, ça libérerait déjà pas mal du poids de l'interdit d'utiliser des produits biologiques humains, parce qu'il n'y a plus rien à 12 CH, mais on vous interdit de travailler, parce que des fois qu'il y aurait quand même quelque chose. Donc si on passe par le biais de l'informatique, d'ailleurs je crois qu'il y a des matériels qui
travaille au niveau du produit sous forme purement électromagnétique. Et je pense que ça marche aussi bien. C'est une question. Bah, oui, vous avez raison. La seule chose, c'est que nous passons déjà pour des charlatans. Alors, si on se met à donner des médicaments numériques, on va se faire vraiment écraser. Je voudrais revenir un petit peu sur la question du placebo. Nous avons la réputation de donner des placebos, et si nous avons un effet, il est 100% placebo, alors que nous savons, tout le monde sait bien, qu'un médecin généraliste lambda a un effet thérapeutique à 30% placebo. Donc il faudrait qu'il nous demande conseil. Parce qu'il y a un grand secret des médecins homéopathes au sujet du placebo, c'est que la difficulté avec un placebo, c'est de le placer bien. Alors, vous parliez du transfert d'informations qu'a fait Montagnier, démontrant le transfert entre de laboratoires éloignés à plusieurs milliers de kilomètres. Il y a une publication récente, une vidéo qui est sur Internet, qui est visible, où il montre que en ayant dilué jusqu'à la 12CH du sang de malades atteints de la maladie de Lyme, eh bien, en utilisant la technique de la PCR c'est la polymérase chain reaction qui permet en biologie de mettre en évidence un virus dans le sang, et même si c'était une trace de l'ordre du picogramme, eh bien, la PCR permet d'amplifier et de mettre en évidence la présence du virus. Il a utilisé cette technique pour étudier le solvant à la 12CH, puisque tout le monde est d'accord qu'il n'y a plus rien, et avec la PCR, il montre qu'on retrouve, qu'on peut reproduire l'ADN de départ. Alors ça revient, les travaux qui sont très intéressants de 2004 du professeur Ray, mais on a encore là une démonstration extraordinaire que c'est la structure de l'eau a été modifiée et qu'elle est deuxième mémoire. D'ailleurs, Montagnier, quand il a eu son prix Nobel, il a tout de suite dit, maintenant mon but, c'est de montrer que Benveniste avait raison. Eh bien, il est en train de le faire. Oui. Je ne saurais pas très bien poser ma question. Bonjour à tous, pardon. Ma fille qui a 13 ans, elle s'administre toute seule de la camomille depuis quelque temps parce que, alors, placebo ou pas, je lui avais conseillé parce qu'elle dormait un peu mal, elle était un peu anxieuse pour certaines choses. Moi, je n'utilise pas d'homéopathie. Je ne suis pas de cette génération, on m'a jamais appris d'homéopathie. À quel moment est-ce qu'on peut basculer de façon, ou comment basculer de façon définitive sur l'homéopathie quand on est issu de familles qui n'en avons jamais pris? Et est-ce que l'homéopathie... Non mais c'est compliqué, Il suffit d'essayer, madame. Oui, c'est très simple. Il y a des choses vous ne risquez absolument rien, vous ne deviendrez pas accro, et il y a non, mais... voilà. On m'a toujours appris à faire confiance à mon médecin. Et il y a donc ces antibiotiques, etc. Qu'on utilise. Et ce sont des traitements qu'on utilise tout de suite. Est-ce que l'homéopathie est quelque chose qu'on va utiliser en prévention et sur du long terme et pour que le corps l'assimile lentement et... Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement, parce que je ne suis pas... On peut l'utiliser en légumes, comme un produit, de façon préventive, comme curative. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un domaine où ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, c'est très empirique. Une fois qu'on a essayé, qu'on a vu les effets sur soi, on n'a plus besoin d'être convaincu par un voilà. C'est quelque chose d'effectif. Donc, à vous d'essayer. Ben, je pense qu'il y a des domaines privilégiés. Il est pour moi évident qu'on ne va pas traiter un diabétique avec de l'homéopathie. Il n'empêche que l'homéopathie peut l'aider dans d'autres soins complémentaires de son diabète. Mais on ne va pas se passer des traitements avec les antibiotiques oraux nouveaux qui sont des progrès considérables. Il faut
se tenir à jour de ces progrès d'ailleurs dans notre profession. Donc il y a des domaines privilégiés de l'homéopathie et il y a des domaines où elle est en complément. D'ailleurs, c'est ce qui a été montré par Christophe Frisch sur les soins associés chez les cancérologues. Il y a énormément de patients qui sollicitent nos services pour les aider dans leur traitement cancéreux. Mais on ne les empêche, on ne leur déconseille jamais de suivre ces traitements. Moi je suis de Rochefort et nous avons perdu 2 médecins homéopathes l'année dernière qui ont fermé leur cabinet et donc nous n'avons pas retrouvé de médecins homéopathes. Donc maintenant nous allons soit à La Rochelle soit vers ici pour trouver une consultation. Donc est-ce qu'on peut avoir un espoir qu'un jour un homéopathe revienne s'installer à Rochefort ou est-ce que c'est mort? C'est l'offre qui crée la demande, donc demandez. C'est-à-dire qu'il y a une patientèle, puisqu'il y avait 2 médecins, Je sais. d'accord? Donc il y a une patientèle, mais qui se dilue forcément, qui va à droite à gauche ou qui abandonne l'homéopathie. Donc ou bien on arrive à battre le fer tant qu'il est encore chaud, ou bien si on attend trop, à mon avis, on n'aura plus cette Moi, je patientèle. crois que c'est à vous, les patients, d'en parler à vos médecins s'ils ne sont pas formés. Et c'est à vous de les informer. Enfin, je pense que nous, dans notre pratique, on devient médecin aussi grâce à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui nous renvoyez les informations. Et ces informations, elles sont très riches pour nous. On apprend beaucoup grâce à vous. Et c'est vous qui devez informer les patients. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je connais rien, mais il faut dire que c'est dommage parce que moi je vais me soigner comme ça et comme ça. Et peut-être qu'à force d'entendre, vous allez déclencher des vocations. Mais c'est sûr. Donc vous avez un travail, vous, en tant que patient, énorme à faire pour changer les mentalités. Ça se fait, ça commence à venir. Vous croyez, madame, que ça commence à venir? Moi, j'ai de l'espoir dans mes jeunes. Parce que je vois qu'ils sont en demande, les jeunes internes que je reçois, ils voient qu'il y a plein de lacunes dans ce qu'on leur propose. Donc, ils se rendent compte qu'il y a d'autres possibilités et ils sont très friands de ces possibilités. Pas tous, mais quand ils le sont à fond. Donc, j'espère. Mais il faut résister au matraquage, à tout ce que vous entendez à la télé, tout ce qui est relayé par les grands professeurs de médecine. Je suis sûre qu'il faut ramer, il faut ramer à l'envers. Et c'est compliqué. Le docteur Torol connaît très bien le cas. J'ai ma fille qui va dans un centre à Rochefort. Parce qu'elle est soignée par l'homéopathie blanc, ils ne veulent pas la prendre. Et parfois même, les tests refusent de vous prendre en charge. Parce que vous n'êtes pas sous médicaments allopathiques. J'ai eu des refus pour des dépressions de prise en charge à 100% parce que la personne ne prenait pas d'antibiotiques. On est 4 neuroleptiques. Voilà, c'est ça. En fait, je lui ai enlevé ces 4 neuroleptiques. Elle a été soignée que par les gens. Et le docteur Boll la connaît depuis que je l'ai reprise. Maintenant, ma fille recommence à parler. Elle ne parlait pas. Elle se souvient. Maintenant, ma fille commence à danser, à chanter, à vivre. Et maintenant, on veut lui redonner la neuroleptique pour la calme. Et ça, c'est super. Mais comment faire? J'ai écrit à la ministre. J'ai pas eu de réponse. Et on n'a pas d'aide autre. Ça m'étonne. Attends, les parents, je ne peux rien faire. Alors je voudrais, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que j'ai dit qu'il y a des docteurs qui vont. Je voudrais qu'ils nous aident à porter justement cette lettre. J'ai porté aussi le dossier, quand j'ai repris ma fille du sang, dans l'état où elle était, pour prouver que Nadia s'en est sortie avec les plantes. C'est pas de la... Comment dirais-je? C'est pas du placebo. Voilà. C'est pas de l'eau et du sucre. C'est vos témoignages qui vont faire avancer. Mais oui, mais je l'ai fait. Mais avec comment continuer à le faire avancer, ce témoignage? Moi, je veux bien. J'ai écrit à la minute, j'ai pas pris ma lettre. J'ai pas eu de réponse depuis le mois de juin. Je pense que pour parler des convaincus, puisque les gens sont venus, je trouvais la question de la dame qui a parlé au fond très intéressante. Comment est-ce qu'on vient à l'homéopathie? Comment est-ce que j'y suis venue? J'ai acheté un jour le livre du médecin ordinaire et puis je me suis informée. Et puis voilà, puis après je suis allée voir un homéopathe, en l'occurrence je suis patiente du docteur qui est à côté de moi.
Et c'est comme ça qu'on arrive à l'homéopathie. Mais on peut pas, enfin je veux dire, c'est très difficile, même comme vous disiez, de parler autour de vous, etc. Mais on vous prend pour une anguille. Donc c'est à nous de nous former une nouvelle et de nous renforcer pour essayer effectivement de le faire par nous-mêmes. Ben, moi c'est mon point de vue. Alors je ne sais pas ce que vous pensez par contre des livres qu'on peut trouver pour s'aider. Style Dr Orbier, et maintenant il y en a plein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou est-ce qu'on peut nous... Non mais là c'est pas une référence. J'aimerais aussi répondre à cette dame qui a demandé comment venir, quand peut-on venir à l'homéopathie. Ma réponse à moi c'est on y vient quand on a trop peur de ce qui nous est proposé par les autres. Je suis arrivée à Saintes à 46 ans. Et à ce moment-là, je souffrais d'une mastose macrokystique considérable. C'est quoi J'avais commencé à aller vers l'homéopathie à Paris. Les choses s'étaient calmées. J'avais eu une enfant, une fille, qui est toujours unique. Et lorsque nous sommes venus à Saintes, bouleversement, je ne sais pas, cette mastose macrokystique a redémarré de façon très impressionnante. J'avais des kystes qui faisaient jusqu'à 8 cm, qui déformaient complètement ma poitrine, qui la faisaient paraître rouge, violette, enfin c'était affreux, à tel point que le gynécologue que j'ai consulté m'a envoyé, bien sûr, à Bergogne. Et à Bergogne, on m'a dit, oh madame, à 50 ans, vous aurez à coup sûr un cancer. Parce que lorsque l'on a de petits kystes, on est sûr d'en avoir, mais vous, avec ce que vous avez, vous êtes certaine d'avoir un cancer. Alors, on va vous proposer quelque chose. Mais, on ne peut pas rien vous garantir. Sinon, que vous aurez tous les effets secondaires des patients auxquels on donne ce traitement-là. C'est-à-dire le traitement que l'on donnait aux patients qui avaient déjà présenté un cancer du sein pour éviter, après cela, la propagation des métastases. Donc vos cheveux tomberont, les nausées, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Vous aurez ça, mais on ne peut pas vous garantir et ça vous empêchera d'avoir un cancer. Voilà. Donc j'ai dit merci et au revoir. Et c'est à ce moment-là, grâce à des amis, je suis allée faire l'homéopathie. Et je n'ai jamais changé de direction parce que j'en étais très contente. J'ai aujourd'hui 78 ans. Je n'ai pas encore eu de cancer. Il viendra peut-être, mais ça fait rien. Ma vie est derrière moi. Je suis témoin de quelqu'un qui n'est pas guéri complètement, mais presque par l'homéopathie. C'est ma femme. Nous venons d'Australie. Hein. On vit depuis ici en France depuis 2 mois seulement. Et alors donc, elle suivait un traitement homéopathique. Et auparavant, elle avait une médecine conventionnelle, comme on dit ici en France. Et cette médecine conventionnelle, c'était des... comment on appelle ça? Qu'est-ce que vous... What's your medicine you have had? Previously. Synthétique thyroxine. Okay? So, elle a eu ça pendant 14 ans. Et il y a 1 an et demi environ, elle a consulté un docteur homéopathe et il marche un peu dans la clandestinité en Australie parce que c'est pire qu'en France. Et cette personne, elle lui a fait confiance. Au bout de 2 mois, l'homéopathe lui a dit, si vous vous sentez bien, on va faire une analyse de sang, tout ce qui s'ensuit, et si vous vous sentez bien, petit à petit, diminuez votre médecine conventionnelle et prenez que ma médecine. Elle a essayé, et depuis, elle est très bien dans sa peau. Elle suit toujours elle a toujours comment on appelle ça, des traitements, pas des traitements,
Bilan. Des bilans, voilà, en français, des bilans. Et donc, ça se passe très bien. Encore un effet placebo. Ouais. Et donc, oui, alors, elle est très contente comme ça, et ça fait 1 an et demi qu'elle vit bien. Elle trouve aucune différence par rapport à avant, qu'elle était, même avec les produits synthétiques, comme ils disent, toujours léthargique, toujours très fatiguée, et il aurait fallu que la dose soit encore plus grosse, parce que c'est l'Hashimoto. Je ne sais pas si c'est le vrai. Donc l'Hashimoto, c'est quand même assez important. Et on n'en parle presque plus à la maison. Je crois qu'on est tous ici persuadés. Je crois qu'on est tous ici persuadés de l'utilité et du bien fondé de l'homéopathie. Je pense qu'on n'est pas venu ici pour obtenir encore plus de preuves. Par contre, j'aimerais bien, moi, avoir des idées d'action pour faire avancer les choses. Donc j'ai bien retenu l'idée de ne pas hésiter à aller voir un médecin conventionnel et de dire « halte là, moi, je veux que de l'homéopathie et hors de l'homéopathie, point de salut ». Parce que moi, je me soigne comme ça depuis, j'ai 61 ans, donc depuis 61 ans. Hein, mes parents faisaient 60 km pour m'emmener voir un homéopathe. Donc je suis convaincue. Donc, aller voir un médecin qui ne connaît pas l'homéopathie et lui dire, voilà, ok, y a-t-il d'autres orientations? Quel avenir peut-on voir par rapport à la position des officiels de la santé en France aujourd'hui? Parce que je me demande si le but caché de ceux qui nous gouvernent ne serait pas de cantonner l'homéopathie à la naturopathie, c'est-à-dire de la sortir de la médecine et de faire qu'elle ne soit plus enseignée sauf par les laboratoires vendeurs de médicaments et qu'ensuite ce soit les naturopathes qui aient le droit de dire je fais un peu d'homéopathie. Moi, ce qui me paraît dangereux dans tout ça, évidemment, il y a ce glissement, courtoise, dans mon discours, chose qui est extrêmement dangereux, c'est que si c'est des thérapeutes au sens large, naturopathes, kinésiologues, fasciothérapeutes qui font ça, et ces gens-là sont pas formés au diagnostic. Et donc ça me paraît quand même quelque chose de majeur dans la démarche intellectuelle et la démarche clinique et physiopathologique d'un soignant, un médecin et une sage-femme, de faire un diagnostic clinique. L'homéopathie, c'est pas magique, ça fonctionne. Si le bon remède est choisi, à la bonne dosage, au bon moment, avec des associations compatibles. Donc c'est pas quelque chose de mystérieux. Et le danger, c'est effectivement qu'il y a un glissement avec le déremboursement de gens de toute une vague de personnes qui ne sont pas formées au diagnostic clinique, ni à ce raisonnement diagnostic pour conduire une décision thérapeutique et un traitement, une prescription. C'est le fait aussi d'avoir accès sur Internet à la n'importe qui, n'importe quoi, c'est le fait aussi d'avoir des facultés de médecine qui, et là je crois qu'il faut être très vigilant, le mode d'action de chacun de nous en tant que soigneur, c'est de voir quel est le niveau de compétence de la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'il y a beaucoup de facultés de médecine qui sont en déficit, il y a la santé mais aussi le système d'enseignement en France qui est en difficulté, et il y a beaucoup de facultés de médecine qui louent leurs salles à des organisations qui sont des fois des sectes, c'est arrivé, vraiment des sectes, et du coup les gens sont formés en 2 ou 3 week-ends, voire un week-end ou une journée, et ils ont un diplôme de la faculté de médecine mais en fait, c'est juste, ils n'ont pas un doctorat, c'est juste que là, ils ont passé physiquement un certain nombre d'heures, les fesses sur une chaise dans un amphithéâtre d'une université. Et donc là, ils ont quand même le droit, parce que le terme de médecine n'est pas réservé aux médecins en France. Donc je crois qu'il faut être très vigilant aussi, parce que plus les médicaments vont être déremboursés, plus ils vont sortir du champ à la fois technique et lexical du domaine médical, plus il y aura une confusion et une multiplication, donc forcément qui va mener à des erreurs, des retards de diagnostic, ce qui va alimenter le tronc commun. Les homéopathes sont des fake médecine en fait. C'est un espèce de truc, voilà. Alors je respecte les kinésiologues, les fasciothérapeutes, tout ça, voilà. Moi je ne me permettrai pas de faire. Merci Valérie. Juste pour aller dans ce sens-là, la dernière note de la HAS, la Haute Autorité de Santé, il lui a été remis 400 études et elle est en train d'étudier ça pour remettre ça à la ministre. Donc c'est pour ça que ça a décalé un peu le verdict de fin février, ça va être au mois d'avril.
la HAS, dans sa dernière note, là, il y a 15 jours, disait attention, où va aller cet enseignement, et justement, il parle de ce que dit Valérie, c'est-à-dire attention, ça va peut-être échapper au domaine médical, et on va aller vers cette fameuse iatrogénie, et ici, justement, le professeur Bégou, le pharmacologue de Bordeaux, qui n'est pas forcément pro-homéo, hein, mais qui constate les choses. Et donc moi ça je pense que c'est quand même un argument assez fort de dire attention, c'est en train d'aller. Alors je ne dis pas que les naturopathes sont mauvais, hein. Il y a des naturopathes, les heilpraktikers allemands nous font des fois pâlir. Quand je vois leur connaissances en biologie, il y a des heilpraktikers qui sont hyper formés. Mais attention, voilà. Mais en cas de déremboursement, vous continuez quand même votre dossier toujours dans l'homéopathie. On peut toujours venir vous voir, même s'il y a un déremboursement. Parce que j'avais entendu dire, c'est que c'est très mais qu'on n'aurait plus le droit de prescrire. Pour avoir le bon diagnostic, quitte à lui rembourser ou ne pas être remboursé, il faut autant aller voir un médecin. Enfin, moi je garderai le mien, c'est d'accord. Oui, non, mais je vous conseille, on va continuer à travailler, je pense que ça pas de problème. Mais c'est quand même, sachez quand même qu'un médicament qui est déremboursé, son prix multiplie par 3 en général. Donc par exemple en Espagne, un tube d'homéopathie vaut 6 €. Donc c'est pas le même prix. Aussi. En Belgique aussi. En Belgique aussi. Donc, je veux dire, ça pénalise toute une frange de la population qui n'a pas les moyens. Je n'ai pas forcément les moyens. Mais tout à fait. Je suis d'accord. On fait des choix de consommation, malheureusement. C'est le seul choix qui reste, quand il nous reste. Donc, voilà, on les effectue, ces choix. Mais je trouve quand même que c'est dommage à partir du moment où un médicament est remboursé, sa valeur, si vous voulez, les dossiers. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu vos pharmaciens, mais tous les médicaments qui ont été déremboursés, c'était parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'efficacité. Oui, quand on voit tout ça, quand on dit qu'il y a, je ne sais pas bien, on trouve des pharmacies, je suis désolée sur les pharmaciens ici, mais en train de se accompagner de la fin de course, moi je commence à dire que les pharmaciens, ça devient des épiciers. Il y a des pharmaciens qui n'en voulaient pas, mais je pense qu'ils ne sont pas tous, heureusement. Pas tous, mais voilà, il y a des choses. Il y a des médecins, pareil. Il y a des pharmacies, je trouve que vraiment, on rentre dans les c'est des choix de fonctionnement. Mais c'est quand même un peu dangereux. J'ai compris que ce n'était pas une spécialisation au niveau des études de médecine. C'est pas reconnu en tant que tel, si vous voulez. Ouais. Et est-ce que les médecins actuellement en exercice peuvent se former à l'homéopathie tant qu'ils veulent? Tant qu'ils veulent. Absolument. Eh bien, soit en s'inscrivant dans un DU, si vous voulez toujours. Après, il existe des écoles qui sont un petit peu dirigées privées, on va dire, et plus ou moins financées par les laboratoires. Donc je trouvais quand même que le DU avait cette connotation d'ouverture, qui n'est pas forcément le cas de ces écoles privées. 3 ans. Enfin, c'était 3 ans pour un DU, je crois que c'est 2 ans quand même. Donc c'est relativement rapide. C'est pas 3 ans à temps plein. Non, c'est un week-end. C'est 3 ans de formation. Je suis étonnée d'avoir entendu l'acupuncture, mais c'est pas de spécialité. On l'entend pas. Alors, spécialité au sens de spécialité d'organes, si vous voulez dire que en médecine, on fonctionne, c'est-à-dire que le corps est divisé en parties, très individualisé, et que chacune fonctionne de façon très indépendante. On apprend la fac, voilà. Spécialiste du bras, spécialiste du cœur, spécialiste du stomac, comment ça fonctionne ensemble, ça, c'est voilà, c'est tout. Et l'acupuncture a été pendant un moment un diplôme interuniversitaire, hein, je crois qu'on a passé ça comme ça. Et puis maintenant, il ne l'est plus. C'est dans ce sens-là, peut-être qu'on vous a dit, c'est plus reconnu. Oui, madame. Pour une petite note d'optimisme aussi, et pour confirmer qu'il peut y avoir des passerelles entre allopathie et homéopathie, un témoignage très simple et très récent
je me suis trouvée en consultation stomatologique en milieu hospitalier il y a 3 semaines, avec une petite intervention à la clé, je vous passe les détails. Et le stomatologue, qui est un monsieur assez jeune finalement, a prescrit de l'homéopathie en prévention et en accompagnement. Et j'ai été très agréablement surprise et je le lui ai dit avec beaucoup de conviction. Donc, rien n'est complètement... Je peux confirmer, je me suis fait opérer parce que j'ai les gencives abîmées. Je n'ai été soignée qu'à l'homéopathie. Je n'ai eu ni anti-inflammatoire ni antibiotique. Alors d'accord, ça fait un peu mal. Ça, bon. Mais j'ai été tout opérée uniquement avec de l'homéopathie. Alors, c'est bon signe, c'est bon signe, parce que ce sont des générations plus jeunes et qui n'ont pas fermé leur écoute, hein, et c'est bien. Moi j'ai une question parce que quelque chose qui m'a pris dans le titre de la conférence, c'est un peu l'historique de l'homéopathie, c'est que je me dis, quand l'homéopathie n'a-t-elle pas été en danger d'une certaine manière, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelles sont les conjonctures actuelles qui fait qu'aujourd'hui vous avez senti un danger beaucoup plus prégnant, alors que le discrédit a gouverné d'une certaine manière l'évolution de l'homéopathie jusqu'à maintenant. Peut-être parce qu'on est dans une société qui arrive à quelque chose de plus, de plus dur. C'est quand même paradoxal parce que plus les décennies ont évolué avec les recherches, plus on a eu du coup un résultat très favorable à l'égard de l'homéopathie, et c'est à ce moment-là qu'on peut carrément faire disparaître cette grande... Je pense que c'est à la hauteur du danger que ça représente pour la communauté scientifique. Si jamais on se met à reconnaître que l'homéopathie a des fondements scientifiques, alors c'est la catastrophe. Et par conséquent, on fait tout pour l'empêcher. Vous avez un exemple, c'est pas l'homéopathie, mais c'est dans le domaine de la phytothérapie. Vous avez peut-être vu cette émission sur France O cette semaine, une émission qui s'appelle Investigation. Vous pouvez regarder, c'est encore visible en replay. C'est sur le traitement du paludisme avec la plante Artemisia annua. Et au Sénégal, et maintenant, ils ont lancé des plantations générales d'Artemisia annua, et en une semaine de tisane, ils guérissent le paludisme définitivement, sans aucune résistance. Voilà. Alors que le médicament fabriqué chimiquement en reproduisant l'artémisinine supposée être le principe actif, eh bien, ça ne marche pas si bien et ça crée des résistances. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut le totum de la plante pour avoir le maximum d'effet. Et le problème, c'est que l'OMS fait tout pour empêcher la reconnaissance de l'intérêt de cette plante qui a un intérêt mondial. Et donc, voilà, et vous êtes là en présence de la preuve du pouvoir du lobby pharmaceutique, parce que c'est ça qui est derrière. Les médecins africains qui ont conduit les essais pour montrer l'intérêt des vrais essais, avec des groupes randomisés, on en a parlé tout à l'heure, donc avec des placebos, et donc ils ont montré qu'il y avait une activité, un traitement absolument évident. Le médecin a été licencié et on a appliqué son ordinateur où il avait rentré tous ses essais. Voilà la puissance d'un système qui va tout faire pour étouffer. Alors voilà, regardez le replay, c'est vraiment très intéressant et on a la preuve qu'il y a Big Pharma qui écrase tout. Comme pour la vaccination. Malheureusement, c'est exactement. On parle de formatage tout à l'heure. En fait, ce formatage nous inclut dans énormément de systèmes et on a dessus des chapes financières qu'il faudrait arriver à faire sauter. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire une pétition, etc. Mais si on ne veut pas s'attaquer aux chapes financières qui bloquent un certain nombre de recherches, c'est dans tous les domaines qu'on va les trouver.
Donc je crois qu'il faut aller aussi jusque-là dans le discours, c'est-à-dire ne pas avoir peur de reconnaître qu'on est formaté et travailler comment on peut se déformater entre guillemets, ce qui n'est pas une chose facile à faire. Passer d'une médecine à une autre, c'est pas toujours très simple. Et je voudrais juste donner un témoignage par rapport aux relations avec un médecin. Mon épouse a eu de la tuberculose bovine. Notre médecin de famille était un ami, il vient la voir et comme elle avait beaucoup de température, il venait même sans qu'on le demande. Et il dit, ben, j'ai beau faire des analyses de sang, on ne trouve rien. Effectivement, la tuberculose bovine, elle n'est plus dans les vaches chez nous depuis longtemps. Alors, comme on avait quand même un homéopathe aussi depuis longtemps, il a donné un complément là, et en 3 jours, elle s'est retrouvée debout. Bon, et notre ami médecin, ma belle-mère va avoir 100 ans, il sait très bien comment on la soigne, il sait très bien, il vient voir, il fait les comptes rendus, il nous dit bah, c'est bien, continuez comme ça. Donc on peut trouver des médecins qui ne sont pas forcément formatés dans on pratique que ça. Ça existe. Maintenant il est en retraite, alors... Pour revenir sur la question tout à l'heure de savoir pourquoi l'homéopathie serait peut-être plus attaquée en ce moment, est-ce que vous, au niveau de vos pratiques, vous voyez des changements des populations qui viennent vous voir? Est-ce que par exemple il y a un vieillissement des personnes? Est-ce que ça reste tout... Non, non, je ne sens pas ça, je sens plutôt qu'il y a eu plus de demandes que moins. Il y a plus de demandes qu'avant. Parce qu'on est moins nombreux, parce qu'on est moins relais. Enfin, vous avez vu nos âges d'exercice, il n'y a pas beaucoup de jeunes parmi nous, hein, donc voilà, le problème, c'est un peu général. L'évolution médicale. Les gens formés déjà. On est l'actif de laboratoire. Plus fort. On n'entend pas. On n'a pas entendu. Il y a Rocal. Béni. Des structures hospitalières vraiment basées sur prise en charge en anthroposophie. D'autres questions? Il y a aussi aux Indes, par exemple, ils ont un ministère pour le soutenir, ils ont investi des sommes très importantes dans cette recherche, aussi bien en phyto qu'en homéo. Il y a la médecine ayurvédique qui utilise beaucoup l'homéopathie aux Indes. D'autres questions, des témoignages? Oui. Aussi bien sur le physique que sur le psychique. C'est le principe même Parce qu'on parle beaucoup de la substance, de la mémoire de l'eau, mais ça reste le physique. Donc quand je vous j'entendais les témoignages, je me disais que ça peut agir aussi sur le côté psychologique de la pathologie. C'est l'avantage de cette médecine, c'est une médecine globale. Voilà. On ne soigne pas un homme, on soigne la personne. C'est vraiment la grosse différence. Cela fait des années que je suis soignée pour éviter d'avoir la grippe. Et ça fait 20 ans que j'ai pas de grippe. Et je fais la pub, je me montre. Tout le monde me dit, c'est des placebos, ils vont se faire vacciner. Et ils ont la grippe parce que c'est pas adapté. Vraiment rien. Et alors, je fais la pub quand même pour l'homéopathie. Et j'ai un exemple qui m'a beaucoup frappé. Au niveau de l'effet placebo, j'ai un chat qui avait un commissar épouvantable. Ça faisait 3 mois que les vétérinaires s'en occupaient, pilule avec la complication pour le faire avaler. Et un beau jour, il me dit, écoutez, il n'y a rien qui marche. On va essayer l'homéopathie.
Ah, mais c'est d'accord. Parce que moi, c'est mon truc. Alors, il dit oui, alors on va essayer. 15 jours après, il y avait plus de corézien. Et l'huile placebo, ça n'est pas, hein. Je vais vous donner un exemple de placebo. Vous savez que la plupart des confrères, nous homéopathes, c'est homéopathes aussi d'ailleurs, pourquoi pas, en cas de diarrhée aiguë, conseillent de boire du Coca-Cola. Savent-ils pourquoi? Parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Bien, dans le Coca-Cola, vous avez du quinquina. Vous aviez du quinquina. Et le quinquina, eh bien, c'est en homéopathie, c'est ce qui est le remède China, qui est un remède de diarrhée. Et donc, en buvant du Coca-Cola, eh bien, on donnait en fait un remède homéopathique pour traiter la diarrhée. À tel point que maintenant, quand un médecin conseille de boire du Coca-Cola à son malade, il ne sait pas que le Coca-Cola que va boire le malade, il n'y a plus de quinquina. Et bien ça marche quand même. Nous avons vécu 2 périodes. Nous avons formaté nos enfants à l'homéopathie, car on les a soignés depuis la naissance, pratiquement à l'homéopathie. Vous en avez un exemple devant vous. Et ils ont eu la chance qu'en 70, il y avait un homéopathe à Bordeaux qui recevait des étudiants chez lui pour commencer à les former. Nous l'avons su, nos enfants y ont été, on lui a écrit pour dire « Docteur, combien est-ce qu'on vous doit ?» Rien du tout, madame, c'est gratuit. La première année, Philippe, tu peux parler, qui était dans son bureau. La deuxième année, il fallait ouvrir la salle d'attente pour avoir plus de monde. La troisième année, il fallait encore avoir une troisième salle. Enfin, ils venaient trop nombreux. C'était très intéressant pour eux, c'est ce qu'ils disaient, c'est que les homéopathes qui étaient déjà en exercice, quand ils avaient une difficulté avec un malade, ils venaient là et ils consultaient ce malade devant tous les étudiants. Et puis après, le malade repartait et le médecin qui faisait des cours expliquait aux étudiants pourquoi il avait choisi ce médicament, dans quelles conditions. Mes 2 enfants qui voulaient faire de la médecine respiraient de bonheur une fois par semaine à ce cours d'homéopathie comparé au cours qu'ils avaient à la faculté. Est arrivé un moment donné où un professeur de pharmacie a dit « Si je savais que l'homéopathie guérit, je prêterais vos amphithéâtres de pharmacie pour les cours d'homéopathie. » Par bonheur, sa femme avait une maladie chronique, je ne sais pas laquelle. Et le docteur l'avait difficilement soigné. Donc ensuite, nos enfants allaient à l'amphithéâtre de pharmacie pour suivre les cours d'homéopathie gratuits. À l'époque, il y avait d'autres neveux ou nièces qui suivaient des cours d'homéopathie, mais payants. Donc Bordeaux a été, à un moment donné, une plaque tournante. Avancé. Maintenant, nous avons un petit-fils, très brillant, il est chef de clinique. Et bien, il est tellement formaté que même ma fille, qui connaît l'homéopathie, mon gendre qui est médecin d'hôpital, qui se sert de l'homéopathie pour lui-même, il n'a pas le droit de le faire à l'hôpital, mais pour lui-même il s'en sert. Eh bien, ce petit-fils est en train de se formater, de se fermer à l'homéopathie. Je veux dire, nous vivons ces 2 périodes, une période positive et une période négative, dans laquelle il faut lutter maintenant. Mais une chose qui m'a étonné, c'est que vous n'ayez pas donné le témoignage des vétérinaires. Vous savez que, on en a parlé un petit peu, mais vous savez que les Français allaient en Angleterre, car les vétérinaires anglais se servaient de l'homéopathie bien avant les vétérinaires français. Parce que la reine d'Angleterre, toute la famille royale, se soigne à l'homéopathie. Vous avez à Londres la pharmacie royale de l'homéopathie. Qu'est-ce qui soigne la famille royale? Quand même, les expériences sur les animaux sont tellement extraordinaires que c'est une évidence. Alors on dira qu'il y a une très bonne relation entre le maître et son animal. Et ça sera plus encore du placebo. Enfin, quand même. D'autres questions ou des témoignages? Pour m'ajouter qu'avec l'homéopathie, j'ai jamais d'effet secondaire. Or, quand je prends de l'allopathie, c'est toujours la catastrophe pour moi.
J'étais 2 élèves de colique avec l'allopathie. Quand je veux plus la voir. L'allopathie. Il y a quelque chose que vous avez pas dit non plus, parce que les gens s'imaginent quand on parle de l'homéopathie que ça fait effet il y a certains temps, etc. Moi, ça me fait effet tout de suite. C'est la date, il y a un effet en aigu, c'est bien Peut-on avoir des effets secondaires parce que j'ai vu qu'avec le c'est quoi? Eh bien, on commence à avoir C'est possible. Comment tu fais des dilutions? Vous diluez. Au lieu de prendre le tube entier, vous prenez un bouchon, ou 2 granules, vous le diluez, vous diminuez. Il faut comprendre l'homéopathie, enfin le signal. Excusez-moi, vous pourriez répéter la question que nous n'avons pas entendue? La question était Oui, peut-il y avoir des effets secondaires avec l'homéopathie? Et cette dame disait, moi, quand je prends aussi le coccinum, ça me rend malade, idem avec un fluoxinum. Donc, je vais répondre qu'il faut augmenter la dilution d'un fluoxinum, si c'est du 15 CA, de passer à 30. Si 30 vous rend malade, eh bien vous procurez une dilution encore supérieure en Belgique, ou en Suisse, ou en Angleterre. Tout ça, ça existe. Hein. Et ça marche. C'est pas. Alors évidemment, si on dit ça, alors c'est une goutte dans l'océan. Bref. Non, il n'empêche que ça marche pas. Puisque vous y êtes sensible. Vous avez une hypersensibilité à une substance. Donc, c'est pareil pour aussi le coccinum. Eh bien, vous diminuez l'intensité de l'information que vous recevez en prenant juste le bouchon, ou en prenant 2 globules, ou en diluant dans un litre d'eau, si vous buvez un verre. Donc je disais, il faut comprendre l'homéopathie comme un signal quand vous écoutez la radio. Si vous voulez écouter Europe et que vous êtes sur France Inter, vous n'aurez pas l'Europe. Et si vous réglez France Inter assez mal, eh ben, vous allez monter le son pour entendre très mal. Et quelqu'un va passer, il va dire, mais c'est pas réglé comme il faut, il va régler le curseur sur la longueur d'onde, et à ce moment-là, ça va vous casser les oreilles. Il faut baisser le son, donc c'est la dilution. Et ensuite, eh bien, il faut comprendre qu'en aigu, c'est comme quand il y a eu une actualité importante, il y a eu des attentats, vous voulez être renseigné, ou bien les gilets jaunes, vous passez la journée devant la télévision pour être informé en permanence. Eh bien, dans ces cas-là, c'est une situation aiguë, vous allez prendre des granules, 2 granules, 3 granules, je suis le médecin, toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures, vous allez répéter l'information. Si la crise aiguë est passée, vous allez prendre l'information, vous allez la prendre 3 fois par jour, ou matin et soir, ou 1 fois par semaine. Il faut comprendre que c'est un signal, et que vous recevez une information, vous la recevez, vous la captez parce qu'elle vous concerne, parce qu'elle vous intéresse. Si vous voulez écouter, s'il y a France Musique et que le concerto de Beethoven vous rase, ça fait du bruit, mais vous ne l'écoutez pas. Eh bien, c'est pareil. Si le remède homéopathique vous concerne, il agira malgré vous. D'autres questions? Oui, je voulais savoir si vous aviez multiplié les actions auprès des jeunes étudiants en médecine afin de les sensibiliser à la question et éventuellement de multiplier les vocations parce que autant les patients peuvent agir pour maintenir l'homéopathie, pour la maintenir en vie, mais autant il faut aussi agir sur les nouvelles vocations parce que si plus aucun étudiant ne s'intéresse à l'homéopathie, elle va de fait disparaître. Alors, je vais vous raconter un exemple. La responsable du cours de l'homéopathie à Poitiers a mis une affiche dans le hall d'entrée des étudiants, et c'est le département de médecine générale qui a hurlé en disant c'est pas possible qu'on fasse de la publicité pour l'homéopathie dans cette fac. Donc elle a été obligée, elle, une chercheuse, de retirer son affiche, de la masquer ou de la camoufler, pour qu'elle ne se voit pas. Oui,
sur... 2015, vous avez dit que c'était policier, et ça fait longtemps que vous étiez convoqué. En 2015, nous étions tous les deux enseignants pour médecine générale avec des étudiants de cabinet. Et à sa demande, les étudiants en médecine, à leur cursus, sont obligés de passer 6 mois chez un généraliste. Ça, c'est la base. Et une fois qu'ils ont fait ces 6 mois obligatoires, ils peuvent, sur leur choix, c'est leur décision propre, au lieu de passer 6 mois sur les, disons, 3 ans d'internat, avec chaque fois 2 stages de 6 mois par année. Et donc, sur l'ensemble de ces 3 ans, il y a un passage obligatoire de 6 mois chez un généraliste, et il y a un deuxième passage de 6 mois sur la base de volontariat. Un étudiant que Karine avait eu dans son premier niveau a souhaité faire un deuxième stage avec une autre organisation en deuxième niveau d'internat, c'est-à-dire en étant plus autonome. Il a fait le choix de venir avec moi et Karine, justement parce qu'il s'intéressait à ça. Il était fils de médecin généraliste. Il voulait se former en homéopathie. La fac a interdit. La fac a évincé Karine, l'a retiré du groupe en 2015. Voilà. Moi je suis montée au créneau parce qu'il y a eu des échanges un peu toniques. Je regardais sur internet. À un moment donné, j'ai écrit, moi aussi en disant que je trouve ça absolument scandaleux, en me disant, d'une part, sur le territoire du secteur de Saintes, on est dans une démographie qui s'appauvrit. L'idée de mettre nos étudiants dans nos cabinets, c'est aussi d'alimenter notre territoire, de leur donner le goût de ce terroir-là. Et quand un intéressé, en conscience, veut se former et fait un choix sur la base du volontariat, on évince les formateurs. Et c'était la réponse officielle. Voilà. 2015. Hein. Voilà, il faut se battre. Donc, avant oui. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut récupérer là sur les chiffres qui ont été donnés? Parce que ça c'est intéressant à pouvoir reciter. Oui, je peux remettre les c'est snlhf.fr ou apma.fr. Quand vous allez sur ces sites-là, ils vous relayent l'info pour les... Il y a les différents chiffres, les différents... Ouais. Tout ça c'est relayé dans les associations de patients. Et c'est pourquoi donc, ces associations de patients sont importantes. Les associations Méo, l'association APMA, etc. font un travail énorme. Hein. Je pense que si on n'avait pas ces associations-là, ça fait longtemps qu'on aurait pu nous injecter un entretien prototype des données de donc, allez-y. Je ne dis pas d'aller adhérer, mais D'autres questions? Est-ce qu'il y a une relation entre le concours de médecine basé sur maths et physique? Aujourd'hui, les élèves, pour faire le concours de médecine, doivent avoir mention très bien et 20 au bac. Et quand ils sont en première année de médecine, ils se trouvent 250e. On m'a récité un exemple récent. Je voulais savoir s'il y a une relation entre cette formation scientifique, maths, physique, et l'opposition qu'on connaît à l'homéopathie. Et puis d'autre part, question subsidiaire, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de médecins, tout confondu, qui utilisent l'homéopathie, parce qu'apparemment, sans aller chez eux, on en connaît certains, et on les voit prendre discrètement de l'homéopathie dans les pharmacies. Voilà. Il y a eu, il y a quelques années, une publication dans le journal international de médecine sur le fait que les autorités italiennes s'inquiétaient parce qu'il y avait beaucoup de pédiatres qui se mettaient à prescrire de l'homéopathie pour les problèmes ORL courants de leurs patients. Et je vais à la conclusion de l'article. La conclusion de l'article, c'était qu'il fallait renforcer leur formation scientifique. Voilà. Alors là, les QCM, jusqu'à présent, je crois que ça va changer, les QCM, on ne demande pas à l'étudiant de parler bien français ou d'écrire bien, on ne demande pas d'avoir des idées philosophiques, on lui demande de mettre une croix dans la bonne case, et voilà. Et donc, il est sélectionné sur sa capacité à avoir répondu de manière très précise. Un excellent cerveau, c'est pas le problème, mais c'est un formatage. Dès le départ, on sélectionne des gens qui vont être formatés. Pour répondre à votre question par rapport à la sélection, la conclusion de l'article, vous avez vu là, il y a 15 jours, paru en disant que les
pauvres étudiants en médecine devenaient de moins en moins compassionnels, etc. La conclusion, c'était de dire abandonnons les maths et physique et refaisons les humanitudes. On faisait à une époque les fameuses humanitudes, c'est-à-dire la philosophie, etc. Donc la conclusion de l'article, c'était de dire revoyons les études médicales et réintroduisons les humanitudes. C'est quand même intéressant comme. Excusez-moi, on peut avoir les coordonnées des différents sites, même de la conférence ou les coordonnées, enfin, s'il y a des adresses URL. Oui, mais vous voulez que je remette les adresses, c'est ça? Oui. Si vous avez fait ça, ça tombe, on dira Philippe, en attendant que ça s'affiche, merci à vous d'avoir évité ce soleil, les vacances, et tout ça. On ne pensait pas être aussi nombreux. En tout cas, merci à vous.